une parole rare et inédite. Il est le dernier ambassadeur en poste à Moscou. Il a été convoqué près de 20 fois par le Kremlin et était en poste en Russie quand Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Il vient de rentrer en France. Pierre Lévy, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je suis ravie de vous recevoir ce soir. Je sais à quel point votre parole est rare. Elle est exclusive ce soir pour LCI. Le président français parle d'une menace existentielle. Vous qui connaissez si bien les arcanes du Kremlin, Pierre Lévy, est-ce qu'il menace notre existence ? Il est clair que nous sommes dans un basculement du monde, je crois que c'est l'expression utilisée par le président de la République, et dans une situation qui, sans doute, est une des plus dangereuses depuis 1945. Je suis, pour ma part, absolument convaincu que la menace est existentielle, parce que je crois que derrière cette guerre, c'est aussi l'avenir de nos démocraties libérales qui est en cause. C'est aussi, bien sûr, la sécurité à tous les sens du terme. Et puis aussi l'avenir de l'Union européenne, d'une Union européenne qui soit forte, sans laquelle la France ne peut être forte. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de débats sur l'emploi même de ce terme existentiel, parce que pour certains, il faut s'accommoder d'une Russie impériale. On peut imaginer une forme de coexistence. D'autres considéreront que, se retrouveront dans les projets russes. Et je remarque d'ailleurs qu'il y a souvent une coïncidence entre ceux qui sont proches de l'approche russe, ceux qui sont anti-européens et ceux qui sont aussi anti-américains, et qui ont donc des conclusions différentes de la mienne. Mais moi, je suis absolument convaincu que la menace est réelle et très profonde. Vous parlez d'une crise en forme de poupée russe quand vous parlez de cette crise ukrainienne. Pourquoi vous employez cette métaphore-là ? C'est une crise, en quelque sorte, gigogne. Il y a la petite poupée au centre, c'est le Donbass, c'est l'Ukraine. C'est pas uniquement la conquête d'un territoire, c'est aussi la maîtrise d'un pays que le pouvoir ne reconnaît pas, en tous les cas dont il ne reconnaît pas la souveraineté. Ensuite, il y a la poupée intermédiaire, c'est la lutte contre les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, dans le même paquet, ce que les Russes appelaient l'Occident collectif. Et puis, la troisième poupée, la plus grosse, et la dernière, c'est le combat pour l'ordre du monde. Un ordre que les Russes proclament comme multipolaire, alors que la multipolarité est une réalité économique et politique qui était bien antérieure à la guerre en Ukraine. Mais pour eux, si je traduis, c'est simplement un ordre qui se résume à la coexistence de sphères d'influence. Chacun a ses sphères d'influence et on s'en tient là. Et donc une contestation de l'ordre international tel qu'il avait été mis en place en 1945. Et on le voit bien, pour prendre un seul exemple assez spectaculaire, récent, il y a eu le sommet des BRICS à Kazan, vous vous en souvenez, en octobre dernier, qui était une grande réussite pour le président Poutine et pour la Russie, avec un agenda russe qui était très anti-occidental. Et d'ailleurs, il y a d'autres pays qui y participaient. Je parlais à mon collègue indien ou mon collègue brésilien qui n'étaient pas dupes de l'approche russe et qui avaient leur propre agenda, bien sûr, mais qui n'achetaient pas cet agenda totalement anti-occidental. Donc tous les efforts de la Russie visaient justement à promouvoir ce nouvel ordre, et on est au cœur du débat actuel. C'est très intéressant ce que vous dites, on va y revenir, parce que d'autres puissances sur la scène internationale comprennent les volontés du Kremlin et du pouvoir russe. Quand vous mentionnez les Indiens, quand vous mentionnez les Brésiliens, peut-être les Chinois, dont on parlera également, vous étiez en poste lorsque Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Comment se passe, j'ai envie d'entendre vos anecdotes ce soir, Pierre Lévy, comment se passe cette situation de crise pour vous à l'ambassade française à Moscou ? Tout d'abord, nous étions, comment dire les choses, sous pression depuis très longtemps. Parce que vous vous souvenez de l'année 2021, hein, il y avait déjà beaucoup de signaux extrêmement inquiétants. En particulier au printemps 2021, il y avait l'accumulation de troupes au Bélarus, autour de la frontière ukrainienne, aussi côté russe, exactement la configuration
que l'on a vu après à l'hiver 2021. Donc il y a eu toute une série. Je garde de cette année un souvenir d'extrême tension, de pression mentale très forte, parce que nous travaillons à essayer d'élaborer tous les scénarios. C'était pris au sérieux par le Quai d'Orsay? Très au sérieux, très au sérieux. Vous pouvez, je me souviens d'une réunion, ce que nous appelons les réunions 2+2, c'est-à-dire ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères, des deux côtés, qui a eu lieu en novembre, le 12 novembre 2021, dans une atmosphère très professionnelle, mais très tendue, extrêmement tendue. Et nous disions des choses des deux côtés. Et puis ensuite, il y a eu la poursuite de tout cela, et je me souviendrai toujours, je crois, de la manière dont j'ai vécu le début de la guerre. Nous étions en alerte depuis plusieurs jours déjà, parce que quelques jours avant, le président Poutine avait signé un décret reconnaissant l'indépendance de la République de Donetsk et de Lugansk. Il y avait eu aussi des mouvements très importants de réfugiés sortant du Donbass. Tout ça, à mon sens, était largement manipulé. Il y avait eu 60 000 réfugiés dans la semaine précédente. Et puis la veille, à une heure très inattendue, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait une déclaration indiquant qu'il y avait une menace d'attaque contre le Donbass. Donc moi, j'ai mis en alerte toutes mes troupes depuis plusieurs jours déjà, et il se trouve que je dors pas beaucoup, mais je dors profondément. Et le matin, au moment du début de la guerre, il y a un gendarme qui est rentré dans ma chambre et qui m'a secoué. Alors je faisais un mauvais rêve, j'ai franchi une ligne jaune continue, je ne sais quoi d'autre, j'avais sans doute quelque chose à me reprocher. Mais il m'a dit, Monsieur l'ambassadeur, c'est la guerre. Elisabeth, qui était ma conseillère en alerte, a essayé de vous joindre. Et puis ensuite, on a enchaîné avec... je me suis tout de suite branché sur notre messagerie. Notre collègue à Kiev disait, nous sommes bombardés. Je regardais les chaînes d'information russes et françaises. Et puis, il y a eu un discours du président Poutine d'une tonalité extrêmement grave, extrêmement agressive, invoquant, et c'est d'ailleurs, je pense que nous en parlerons, c'est d'ailleurs un des patterns classiques russes, c'est-à-dire l'inversion de la logique. Nous sommes en état de légitime défense. Nous avons été agressés. Et il invoquait l'article 51 de la charte. Donc, c'était très, très agressif contre l'Ukraine et contre nous. Et puis après, voilà, nous avons embrayé dans cette nouvelle séquence. À ce moment-là, que vous dit le Quai d'Orsay? Quelle est la ligne directrice? Parce qu'on se rappelle du début de la guerre où, très concrètement, le président Emmanuel Macron voulait garder une certaine forme de dialogue avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'on vous dit à ce moment-là, il faut à tout prix garder le dialogue? C'était, vous savez, le président de la République avait lancé en 2019 un exercice justement visant à essayer de remettre sur les rails la relation franco-russe et de la Russie avec l'Union européenne, avec une très grande lucidité. C'était très difficile. Mais on essayait de dialoguer, y compris là où on avait des divergences, et en particulier sur l'Ukraine, puisque c'était le processus Normandie, avec le sommet, le seul d'ailleurs, qui a eu lieu en décembre 2019. Donc nous étions très attentifs à garder le contact, et le président l'a fait. Vous vous souvenez qu'il est venu le 7 février 2022. On en reparlera, oui, avec cette fameuse image où on les voit debout de la table. J'ai toujours essayé, j'avais instruction de le faire, et je le croyais, je le proposais aussi au Quai d'Orsay, de maintenir le dialogue avec eux jusqu'à un moment où les choses étaient extrêmement difficiles. C'était quoi le point de bascule pour vous? Parce que... Il y a eu beaucoup c'était toujours très difficile. Mais je dirais qu'à partir du moment où le président de la République a parlé comme une hypothèse de travail, début 2024, du déploiement de forces européennes en Ukraine, ils m'ont rendu la vie encore plus difficile. Et surtout, c'est pas tant d'avoir une vie difficile, parce que j'ose pas dire que je suis habitué, mais je vivais quand même des moments très d'extrême tension.
mais c'est le fait de ne plus se parler. Vous verrez ça peut-être comme un réflexe classique de diplomate, mais je trouve que c'est un échec de la raison. Parce que dans mon approche, et c'est d'ailleurs ce que je disais à mes collègues russes qui étaient de grands professionnels, je leur disais, notre travail, c'est de trouver des solutions pour nos politiques, quelles que soient les divergences, et donc parlons-nous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire le plus souvent possible, de garder ce contact, de rester au contact. Et j'avoue qu'à un moment, c'était plus possible, parce qu'ils ne voulaient plus me parler. Vous avez été convoqué près d'une vingtaine de fois, Pierre Lévy, par le ministère des Affaires étrangères russe. Déjà, on a envie de savoir comment ça se passe. Et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti en danger? On sait qu'il y a une sensation d'hypervigilance quand on est en Russie, parce que tout est épié, nos téléphones, nos conversations, nos contacts qui on voit sur le terrain. Comment ça se passe quand on est convoqué? Et justement, qu'est-ce qu'on nous dit très clairement? C'est-à-dire, en plus de 40 ans de carrière, je me souviens que ma dernière convocation remontait à 1995, quand j'étais chargé d'affaires à Singapour, et quand le président Chirac a annoncé la reprise des essais nucléaires. Voilà, donc ça, j'en étais très mécontent, mais ça s'est fait. C'était un peu dans l'ordre des choses, et j'étais pas le seul à travers le monde. Beaucoup de mes collègues étaient convoqués. Là, je pourrais vraiment écrire un petit traité de convocation à l'usage des jeunes générations, parce qu'effectivement, entre 15 et 20 fois, et c'est très intéressant en fait, parce que vous pouvez arriver à faire une typologie de ce type de situation, à la fois sur la forme et sur le fond. Parce que sur la forme, vous pouvez être... on peut vous dire, voilà, venez tout à l'heure à 14h, le vice-ministre veut vous voir. Bon. On peut vous dire aussi, le vice-ministre aimerait avoir une conversation avec vous d'ici la fin de la semaine. Mais ce n'est pas la même chose. Et on vous donne l'agenda. Alors, quand on vous convoque, on ne vous dit pas pourquoi. Ensuite, vous arrivez, vous pouvez être sur un canapé, c'est pas mal, avec le thé, avec les petits chocolats russes, Alyonka, ou thé ou du café, et puis on discute. Vous pouvez aussi être face à face, autour d'une table, sans une boisson, on ne se serre pas la main, voilà. Et puis surtout, il y a l'accompagnement de la convocation. C'est-à-dire, dans certains cas, vous arrivez, vous êtes seul, vous faites vos points, et mon interlocuteur les fait les siens. Il y a un communiqué qui, dans certains cas, peut être beaucoup plus dur que la manière dont ça s'est passé. Et puis, dans d'autres cas, vous êtes accueilli par la presse à l'arrivée, vous êtes accueilli par la presse à la sortie, et il m'est arrivé d'être entouré par la police qui veillait à me frayer un passage pour rejoindre ma voiture. Tout ça était une mise en scène. Et puis sur le fond, ça fait partie de notre travail, et donc j'allais, quand j'étais convoqué, j'y allais. Mais je dois dire que quand j'étais convoqué pour de vrais sujets diplomatiques, je trouvais ça normal. Par exemple, j'ai été convoqué avant le sommet de l'OTAN à Vilnius. Le vice-ministre voulait connaître la position française. Il y avait des articles dans la presse sur un éventuel changement de position. Voilà. Donc ça, c'est bien. On discute entre professionnels. De la même manière, c'est pas anormal que les Russes me convoquent pour me faire passer le message sur l'importance d'assurer la sécurité des emprises russes en France, ce que nous avons toujours fait. Mais quand j'étais convoqué, et là c'était malheureusement la très grande majorité des cas, pour me voir mettre sous le nez un article avec des photos de la Légion étrangère française combattant dans le Donbass, ou des opérations d'intoxication, j'entrerai pas dans le détail, je trouvais ça absolument indigne. Les propos étaient de quel ton, très clairement? C'est variable. Ça a déjà été brutal dans la manière d'échanger? Ça peut être brutal, mais on essayait de maintenir un... Ça peut être brutal, ça peut être aussi... on sent quand l'interlocuteur s'écarte de ses notes, ou il croit plus ou moins. Ouais. Ça peut être glacial. Voilà. Mais j'avais des collègues russes qui étaient très, très professionnels, et j'ai toujours essayé, et eux, je crois aussi, de garder ce type de relation entre nous, qui est une relation avant tout de travail, pour essayer de faire avancer les choses. Est-ce que vous vous êtes déjà senti en danger en tant qu'ambassadeur à Moscou, à un moment?
Je dois dire que j'ai rarement... j'ai été, dans certains cas, harcelé. C'est-à-dire C'est-à-dire, j'étais dans un restaurant et tout d'un coup, il y a un faux journaliste qui rentre et qui qu'est-ce que vous faites là? Ou vous êtes accosté dans la rue mais jamais spontanément par des Russes. Vous voyez ce que je veux dire? Pas des gens qui ont un autre travail. Parce que vraisemblablement, c'était des gens des services qui vous suivent d'ailleurs. D'ailleurs, c'est même pas la peine aujourd'hui de suivre les gens, parce que avec les systèmes de reconnaissance faciale, le suivi des signaux de téléphone portable. Mais il y a eu des moments très difficiles. En particulier, je pense à deux cas de figure, deux situations. Quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, donc par un Tchétchène qui vivait en France. Voilà, il y a eu des manifestations de population devant l'ambassade. Il y avait une mosquée pas très loin de l'ambassade et qui était très agressive. Donc je faisais aussi... et il y avait des propos très agressifs contre les Français, de Kadyrov notamment. Et j'avais demandé un démenti au Kremlin. Il y avait des menaces contre la communauté française et moi à l'époque. Donc là, il fallait faire attention. Et puis, quand il y a eu le coup de Prigojine, nous pensions vraiment qu'il pouvait être là le soir à Moscou, le samedi. J'entre pas dans le détail, mais c'était quelque chose de très sérieux. Moi, je pense que les choses se sont déroulées un peu comme l'attentat contre Hitler avec le complot de Stauffenberg. Vous savez, des gens ont dû lui dire « on sera avec toi », et puis au dernier moment se dégonfle. Mais nous faisions tout, nous nous sommes mis en alerte, et nous faisions tout comme si il arrivait le soir à Moscou. Et nous faisions des rapports de situation pour le Quai d'Orsay, la présidence de la République, le ministère des Armées. Enfin, on travaillait en continu dans un moment de très grande tension en récupérant tous nos agents. À quel moment vous avez senti le point de bascule, Pierre Lévy? On vous a vu, on va revoir cette photo, aux obsèques d'Alexeï Navalny. On se posait la question, nous, en plateau, de savoir si vous alliez y aller, vous y rendre. Vous avez été l'un des rares ambassadeurs à y aller, à déposer une gerbe de fleurs sur cette tombe. À quel moment vous vous êtes dit, on va représenter la position française de cette manière-là? C'est-à-dire une position française qui soutient l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. C'est-à-dire, on a toujours essayé. Il y a ce moment qui est spectaculaire, où j'ai d'ailleurs été avec d'autres Européens. En particulier, je suis arrivé avec mon collègue allemand à la cérémonie. Mais d'une manière générale, l'ambassade, on a toujours été soucieux d'accompagner les prisonniers politiques, d'être présent au procès. C'était très, très, très dur. D'avoir des contacts avec l'opposition, avec des ONG. Et là, il n'y a pas eu la moindre hésitation à Paris quand j'ai proposé à mes autorités d'y aller. La seule préoccupation, la seule angoisse, c'est de savoir comment les choses allaient se passer, parce que je ne voulais absolument pas être pris dans un mouvement de foule ou même dans des manifestations réprimées, avec le risque d'être expulsé. Et puis, donc je suis arrivé le matin, personne vraiment ne savait comment ça allait se passer. On a attendu devant les aumônes, devant l'église pendant très longtemps. Et puis finalement, ça a pris toute une journée. Et puis je suis allé au cimetière, présenter j'ai vu la mère de Navalny et je lui ai présenté mes condoléances. Et c'était très émouvant, parce qu'il y avait des Russes de toutes conditions, de tous âges. C'était pas des bobos. Il y avait une émotion très très forte, mais ça a été géré sans incident, parce que je crois que les autorités russes se rendaient compte qu'il valait mieux, voilà, qu'il n'y ait pas de problème, laisser faire et après évacuer totalement le problème, comme elles savent très bien le faire. C'est-à-dire, il y a des moments très pénibles. Il y a eu par exemple l'attentat du Crocus City Hall. Au bout d'une semaine, on n'en parlait plus. Même chose pour Prigojine, et puis après son accident avec d'énormes guillemets. Voyez, donc ils ont préféré gérer les choses ainsi, pour qu'après il n'y ait pas de Le Kremlin ne vous a rien dit quand vous y êtes rendu? Il y avait des allusions, mais bon, ils savaient.
voilà. C'est-à-dire des allusions. On a eu régulièrement, c'était pas concernant cette affaire spécifiquement, mais régulièrement, j'ai été convoqué parfois au motif d'ingérence, parce qu'ils trouvaient que nous nous ingérions trop dans les affaires intérieures russes. Et puis il y a eu beaucoup de pression, ce qui est un peu bien évidemment fort de café quand on connaît les actions hybrides et puis tout ce que peuvent dire des personnages comme par exemple comme Dmitri Medvedev, l'ancien président qui ne manque pas de diatribe, qui se distingue par ses outrances, insultant tout même la porte-parole du MID contre la France, contre la personne du président de la République. Enfin, tout ça est absolument indigne. Mine de rien, vous avez été invité à l'investiture de Vladimir Poutine. J'ai été invité comme tout le corps diplomatique. La grande question était de savoir si j'y allais ou pas. Parce que côté russe, c'était plutôt, je dirais, plutôt malin, parce que c'est une manière de légitimer l'élection. Et puis, voilà, d'apparaître, de donner les apparences de la normalité. Pourquoi l'avoir fait, Pierre? J'ai d'abord, pour être tout à fait franc, j'ai proposé à Paris d'y aller. Moi, j'ai pensé qu'il fallait y aller. Et nous avons eu, je me souviens très bien, parce que ça s'est fait en quelques jours, on a reçu une invitation 3 jours avant la cérémonie. Nous nous sommes consultés entre Européens et avec d'autres alliés. Et la très grande majorité de mes collègues considéraient qu'il fallait y aller. Parce que la situation en Russie, il y a eu bien évidemment énormément de fraude dans les élections, dans l'élection présidentielle, mais ce n'était pas une situation comparable à celle du Bélarus, de Loukachenko. Vous vous souvenez, où il y a eu vraiment une opposante qui était en voie de gagner, qui a été éliminée, des manifestations très sévèrement réprimées. Là, la situation était différente. Et donc, nous avons proposé à nos capitales d'y aller. Puis après, il y a eu des consultations entre les capitales. Et puis finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'Européens qui y sont allés. Mais moi, je maintiens que nous avons fait un choix qui se tenait. Quand on est dans un pays dans lequel on est accrédité, le chef d'État vous invite au risque de mettre en péril la suite de ma mission. Vous avez été en poste à Moscou entre 2020 et 2024. On parle souvent d'un Vladimir Poutine qui aurait changé pendant le Covid. Vous étiez là, à cette table entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, cette fameuse image qu'on va voir à l'écran, c'était le 7 février 2022, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que, pour vous, c'était le même homme? Ou est-ce que vous avez vu un Vladimir Poutine qui a changé? Tous ceux qui ont rencontré Vladimir Poutine dans cette période ont eu l'impression de voir un homme qui s'était durci. On a parlé aussi de processus un peu d'auto-radicalisation. Moi, je crois que, bien évidemment, il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont joué, je pense au Covid, mais dans sa tête, le projet vient de très très loin. Vous savez, il est très friand d'articles ou de dégagements sur l'histoire. L'histoire, d'ailleurs, très souvent pleine de distorsions. Mais il avait un projet depuis très longtemps. Et ensuite, il y a 2 facteurs qui, à mon sens, ont joué. Premièrement, la perspective d'un nouveau mandat en 2024, parce que je pense qu'il résonne selon le temps long. Et donc, il s'est dit, maintenant, il faut travailler pour la postérité. Je veux laisser un héritage à la Russie et donc régler la question ukrainienne. Parce que vous savez que la Constitution a été changée, donc théoriquement même, il peut rester jusqu'en 2036. Voilà. Donc ça, je pense que ça a beaucoup joué. Et c'est quelque chose que j'ai senti assez tôt, en repérant l'importance de l'échéance de 2024. Et puis deuxièmement, je crois, comme les Russes le font régulièrement, c'est le produit de l'analyse d'un rapport de force. Il s'est dit, à un moment, il y a un créneau, parce qu'un certain nombre d'événements se sont produits. Il y a eu le 6 janvier les émeutes au Capitole, donc signe de la déliquescence du système américain.
le retrait d'Afghanistan, piteux, mois d'août. D'ailleurs, il y a eu un article, je crois, de Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité, je crois quelques jours après, indiquant que, considérant que les Américains ont quitté l'Ukraine et ont quitté l'Afghanistan, qu'ils quitteront l'Ukraine, voilà, qu'ils lâcheront l'Ukraine. Et puis après, il y a eu d'autres signes aussi de division entre Européens. On a essayé de reprendre le dialogue. Ils voyaient tout ça très très bien. Et c'est exact. Donc il s'est dit, c'est le moment de faire quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Vous savez, il y a eu le sommet de Bucarest, de l'OTAN, et puis ensuite des divisions, des flottements côté européen, et puis ensuite la guerre au mois d'août. On a assisté à des échanges très vifs ces derniers jours entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, notamment après la décision peut-être d'élargir la doctrine nucléaire française à d'autres pays européens. Est-ce que c'est la bonne méthode, selon vous, de se parler de cette manière-là ? D'abord, je l'évoquais tout à l'heure, l'approche russe classique est d'inverser les responsabilités. Moi, j'avais souvent des interlocuteurs officiels qui me disaient « Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi agressif avec nous? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas reprendre le dialogue ?» Alors, bon, ça paraît énorme. Ils ont une obsession de la Russie assiégée. Oui, mais ça, c'est une constante qui est bien antérieure à Poutine. C'est l'époque de l'Union soviétique, c'est la forteresse Russie. Vous lisez des articles d'experts de la Russie, je pense à George Kennan, qui était un grand ambassadeur américain, qui a été expulsé d'ailleurs au bout de quelques mois dans les années 50. Mais c'est un thème constant de l'Union soviétique veut être effacée de la carte par l'Occident. Ça remonte même à l'époque impériale. Et donc il faut se parler comme ça ? Il joue beaucoup là-dessus. Et donc c'est ce que l'on voit là. Alors ensuite, je crois qu'il faut instaurer un rapport de force. Vous dites élargir la doctrine. J'apporterai une nuance parce que c'est pas exactement un élargissement de la doctrine. Si vous reprenez tous les discours, parce que de temps en temps, le président de la République doit en quelque sorte réaffirmer la doctrine. Alors il y a des grands discours. Le discours de Chirac, je crois, en 2006 à l'île Longue. Il y a eu le discours de François Hollande à la base d'Istres. Il y a eu le discours d'Emmanuel Macron en 2020 aussi à l'école militaire. Sur ce que représentent nos intérêts vitaux. Voilà, et donc on ne spécifie pas ce que sont nos intérêts vitaux, mais clairement il y a une dimension européenne. Voilà, et donc moins on en dit, mieux on se porte. Mais je crois que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Comment vous expliquez le fait qu'on a l'impression que c'est seulement le nucléaire qui fait réagir Poutine? À chaque fois qu'on le voit s'exprimer pour répondre à des chefs d'État européens, c'est quand le nucléaire est agité. Comment vous l'expliquez? D'abord, il y a une stratégie constante côté russe de faire peur. De faire peur avec l'effet attendu sur les opinions publiques en Europe et peut-être aussi aux États-Unis. Ça, je dirais, c'est une constante. 3 jours après le début de l'invasion, le président Poutine a décrété l'alerte renforcée des forces nucléaires. Nous regardions dans nos manuels ce que ça voulait dire. On avait du mal à... Oui, donc il y a toujours eu cette menace, et le nombre d'invocations de la menace nucléaire est innombrable. Mais je crois que fondamentalement, pour lui, il ne veut absolument pas... Ce qui est important, c'est de l'Ukraine dans l'OTAN et de l'OTAN dans l'Ukraine. Et en particulier d'avoir des forces européennes ou des forces de l'OTAN qui soient stationnées en Ukraine. Est-ce que vous avez un espoir que la société russe puisse faire changer le système? C'est très... Vous savez, j'ai eu beaucoup de contacts... avec la société russe. Et d'abord, si vous permettez une anecdote, comme le disent les analystes, les diplomates, il y a des signaux faibles. Et moi, j'en ai 2 en tête qui m'ont beaucoup frappé. À l'été, en juillet 2022, j'étais avec des amis russes dans une datcha, il faisait très beau. Et je parlais à une personne qui était là, une jeune femme, cadre, comme on en trouve dans nos sociétés, qui travaille dans une société
occidentale et qui me disait qu'elle prenait des tranquillisants et qu'elle avait 2 valises avec elle. Elle en avait une petite s'il fallait descendre dans un abri en cas de bombardement, et elle en avait une grande s'il fallait quitter la Russie. Ça m'a beaucoup bouleversé. Et puis, un autre signal faible, en 2020 et en 2021, j'ai beaucoup voyagé quand le Covid le permettait, et j'ai rencontré des guides, des étudiants, des enseignants. Je me souviens des débats aussi avec un jeune prêtre, après la visite d'un monastère, et qui me dit, tout se passait très aimablement, et encore une fois, j'étais partout reçu très chaleureusement. Mais il me dit, nombre de ces personnes m'ont dit à la fin, Monsieur l'ambassadeur, j'espère que vous travaillerez bien parce qu'il n'y aura pas de guerre. Et alors j'avoue avoir été sidéré à l'époque parce que qui chez nous, côté occidental, pensait à une guerre contre la Russie. Et donc vous voyez, il y avait cette mentalité. Et donc moi je crois que la grande majorité de la population est patriote, pro-régime, pro-Poutine, plutôt légitimiste, mais serait très soulagé si tout d'un coup le président Poutine arrêtait, parce qu'il peut arrêter à tout moment. C'est la différence par rapport à nos démocraties et à la situation de Zelensky. Et il y aurait peut-être 15-20% de nationalistes qui diraient voilà, il faut aller jusqu'à Kiev. Et puis il y a à peu près 15-20% de gens qui sont vraiment contre la guerre. Mais il faut bien mesurer le niveau de répression et le moins il y a des mots, par exemple, comme guerre, qui peuvent vous entraîner des poursuites pénales. Merci beaucoup Pierre Lévy, c'était fascinant de vous avoir en plateau, d'entendre toutes ces anecdotes.